ça va? Aujourd'hui, petite vidéo pour représenter encore quelques jeux avec le format un peu traditionnel. Par contre, c'est vrai que je change un petit peu la manière d'analyse, on va structurer un petit peu tout ça et je vais un peu faire, un peu segmenter en présentation, parler du game design, parler de l'édition, parce que c'est vrai que j'en parle au final pas très souvent et je trouve que ça manque un poil. Et puis du nombre de joueurs, faire une section un petit peu claire sur le nombre de joueurs que je recommande sur le jeu et pourquoi. Donc voilà, on attaque sans plus tarder avec... Non, pas celui-là, il y a déjà un spoiler. Avec Distilled. Distilled, c'est sorti, c'est un Kickstarter à la base qui a pas trop mal marché, je crois, et qui est sorti chez Matago en VF il y a 2 3 mois, je dirais. Du coup, qu'est-ce que c'est Distilled? Bah, comme on peut l'imaginer, ça concerne l'alcool, ça concerne la distillation de l'alcool, c'est un Eurogame de distillation sur la distillation de l'alcool, tout simplement. Et en fait, c'est plutôt simple à jouer, entre guillemets. On a une phase de marché de cartes, là, ici, pendant laquelle on va pouvoir acheter des cartes. Il y a 3 types de cartes, en fait. On a les améliorations, on va dire ça, qu'on met en haut de son plateau. On a les ingrédients. Et on a tout ce qui est fût et bouteille. Et en fait, la phase de jeu, elle est assez simple. C'est-à-dire que tu fais ta phase d'achat. Puis après, tu as une phase de distillation qui se joue en simultané. Où en fait, tu dois mettre un sucre, une eau et une levure au minimum. Tu mélanges tout ça, donc tu peux en mettre plus évidemment. Tu mélanges tout ça, tu enlèves la carte du haut et du bas. Tu regardes ce qui te reste comme sucre à la fin. Et tu regardes si ça correspond à des recettes que tu as déjà précédemment achetées. Et au pire, ça fera un moonshine, donc l'alcool de merde qui était fabriqué pendant la prohibition américaine. Mais qui te fait beaucoup d'argent en début de partie. Enfin, beaucoup. En tout cas, qui te fait de l'argent en début de partie et qui est un vrai bon move de Tourin. Et sinon, au fur et à mesure, on va vouloir faire des alcools de plus en plus élaborés pour faire le maximum de points. Il y a un petit truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une course aux étiquettes là ici, qui va faire qu'en fait, quand on fait l'alcool, on pose l'étiquette sur un emplacement ici de son plateau joueur, qui va permettre en fait de lancer son moteur et donc d'avoir des cartes gratuites notamment ou de l'argent, tout ça. Donc en gros, il y a un peu cette gestion du tempo de quelle amélioration tu as envie de débloquer en premier. Et puis surtout, il y a un truc assez malin, c'est que les alcools, en fait, t'en as qui ont besoin de vieillir et d'autres non. Et donc du coup, quand ils ont besoin de vieillir, t'es obligé de les laisser dans la cave et donc potentiellement rien vendre ce tour-ci. Et donc pas avoir de mini-upgrade, de cartes gratuites, ce genre de choses. Et donc il va falloir gérer un petit peu un tour à vide pour avoir un tour très bourrin le tour d'après ou encore celui d'après parce qu'en fait tu peux le faire vieillir de plus en plus longtemps et il va gagner des arômes et ça va faire beaucoup de points et beaucoup de sous. Donc il y a une espèce de gestion comme ça, il y a un petit peu d'asymétrie aussi parce que tu choisis un personnage au début qui du coup va avoir un petit peu une spécialisation, notamment certains personnages qui aiment bien les alcools vieillis par exemple. Et voilà, et en gros le système de jeu il est relativement simple, il est basé autour de ça. Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Bah déjà, je trouve que l'intégration thématique est vraiment bien. On est dedans, on sent bien le truc. Moi, je suis pas un grand fan d'alcool, mais je trouve ça très sympa, toutes les illustrations, la manière dont ça joue. Le fait qu'au final, cette mécanique de distillation corresponde à un truc un peu thématique, qui est qu'a priori, quand tu fabriques un alcool, t'en enlèves une partie pour avoir la quintessence. Donc ça correspond bien à ça. Oui, vous dites, bah c'est un petit peu random, cette histoire d'enlever des cartes, parce que tu peux te retrouver avec les sucres qui s'en vont, alors que tu en as besoin pour faire ta recette, parce que souvent il y a un nombre de sucres, un nombre et un type de sucre défini pour faire telle ou telle recette. Alors déjà, il y a des moyens du coup d'avoir des recettes un peu moins bien, mais qui permettent de servir de plan de backup si jamais ton sucre disparaît, dont tu as absolument besoin. Ensuite, tu peux mettre plus de sucre que nécessaire, et donc tu augmentes les probas, parce qu'en plus, à chaque fois que tu mets un sucre, ça rajoute de l'alcool, donc encore des cartes que tu rajoutes dans le deck. Et en fait, au final, ce côté aléatoire, il est très peu... Enfin, il est pas tant présent que ça, parce qu'il y a vraiment des moyens de le gérer, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est la partie assez maline. Après, c'est relativement simple, hein, c'est plus on remplit un deck de cartes, plus la proba augmente. Mais c'est pas si simple que ça de remplir son deck. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a accès à un marché, là, qu'on voit pas très bien, qui est en haut. On a accès à un marché basique, on va dire, qui a quelques cartes gratuites et quelques cartes payantes. Mais c'est des cartes vraiment basiques, des sucres vraiment basiques. Mais par exemple, il y a un des sucres qui est la céréale, qui est complètement gratuit. Et du coup, ils ont été malins parce qu'ils ont limité ça à tu peux prendre 2 cartes de ce marché par tour.
Donc c'est pas la fête à la saucisse. Et en plus de ça, toutes les autres cartes sont archi chères et l'argent est très tendu dès le début dans le jeu. C'est pour ça que c'est très important au début de tout ce que j'ai vu et de tout ce que j'ai joué. Clairement, faire un moonshine ou une vodka au début, c'est quasi le move indispensable parce que tu en as besoin pour lancer ton moteur et notamment, typiquement, acheter un upgrade gratos. C'est vraiment très bien au début parce que bah, les upgrades, évidemment, plus tu les as tôt, plus ils vont être rentables. Donc voilà, c'est en termes de mécanique d'Eurogame, voilà, si vous avez l'habitude des gros jeux, vous n'allez pas être ultra dépaysé. Par contre, c'est vrai que son intégration thématique est vraiment cool. En termes d'interaction, pour le coup, c'est relativement faible et c'est un de ses principaux reproches, je pense. Mais il y en a quand même, déjà sur le marché de cartes, forcément. Il y a la bagarre un peu sur les cartes, forcément, il y a toujours ce côté-là. Il y a le côté, si vous partez sur le même type d'alcool, eh bien, elles vont s'épuiser et donc du coup, va plus en avoir. Donc du coup, vous n'allez plus avoir le bonus de l'étiquette et c'est pas bien. Et évidemment, il y a des bonus un peu communs pour lequel il va falloir se battre. Le premier à le faire, évidemment, il gagne les points. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des bonus communs qui vont être liés à des nationalités d'alcool que tu vas faire, et donc du coup qui va pousser à se battre sur les mêmes types d'étiquettes. Et donc ça, c'est le truc pas mal. Donc au final, l'interaction est vraiment est vraiment légère, mais elle n'est pas inexistante et elle n'est pas inintéressante. En fait, il y a un côté un peu en jouant solo, mais en même temps, pas tant que ça, il y a quand même des éléments qui font que pas tant que ça. Et puis le jeu est très dynamique dans ce que tu fais, la phase de marché va très vite, la phase de distillation, tac tac, tu mélanges tes cartes, ah j'ai fait mon alcool, c'est cool. Et après il y a une phase où tu revends ces alcools, qui là est peut-être un peu plus longue, notamment sur les derniers tours, où vraiment potentiellement tu peux vendre plus d'alcool, plusieurs alcools d'un coup, parce que t'en as qui ont vieilli, t'en as un que t'as fait ce tour-ci, qui a pas vieilli, oui parce que tu peux en faire qu'un seul par tour. Et donc, et souvent ils sont remplis, il y a plein de sous, de points de victoire. Ah, j'ai fait tant de points de victoire parce que j'ai mis cette bouteille et que ça correspond au bon continent, parce que du coup il y a un truc de symbole de continent qui joue. Donc voilà, un grand classique des jeux de cartes contemporains avec Ark Nova, Terraforming Mars et tout, même si ça n'a rien à voir, mais ce truc d'utiliser des symboles aujourd'hui c'est devenu un grand classique des jeux de cartes. Bah, j'ai un peu résumé toutes les qualités et tous les défauts quelque part. En fait, son vrai défaut, quelque part, c'est un petit peu cette interaction qui est là, mais est-ce qu'elle est suffisante pour vraiment créer une variabilité tout au long des parties et en faire 40 000? Non. Par contre, t'en fais plusieurs et c'est assez agréable. C'est pas un jeu que tu vas sortir et doser de manière hyper régulière, mais c'est un jeu que tu sors de temps en temps et qui est agréable et qui en plus a ce truc assez agréable d'être bien, qui se joue bien à 2 ou à 3. Donc là, on est direct dans les configs de joueurs. Moi, je le conseille vraiment à 2 à 3. À 4, ça peut être un peu long, même s'il y a des phases en simultané, notamment, comme je vous dis, sur les phases de revente des derniers tours. Je trouve ça un poil long. C'est pas injouable, mais voilà, moi qui suis un joueur un petit peu pressé, je trouve ça un peu long à 4. Et je trouve que l'interaction qu'il y a ne nécessite pas forcément de jouer à 4. Mais voilà, c'est pas du tout injouable. Après, sur la variabilité, il y a un côté un peu. Il y a différents types de recettes. En vrai, ça joue pas grand-chose. C'est vraiment purement thématique. C'est qu'on va avoir des étiquettes qui sont différentes. Donc voilà, pour les fans d'alcool, ça va vous faire kiffer. Pour le système de jeu en lui-même, en vrai, ça change quand même vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Et après, bah, du coup, pour finir un petit peu, donc pour structurer un petit peu tout ça, l'édition. Et là, l'édition, c'est vraiment important d'en parler sur ce jeu parce que pour le coup, je trouve que ça contribue au côté vraiment agréable du jeu. L'édition est vraiment nickel. Elle contribue vraiment à cette intégration thématique qui fait partie prenante du jeu. Clairement, tu n'aurais pas cette intégration thématique. Je suis pas sûr que le jeu aurait cet intérêt-là. Parce que là, c'est à la fois ces mécaniques vraiment bien pensées à défaut d'être réellement originales, hormis la distillation, et ce côté vraiment thématique où tu es là, tu fais ton petit truc. Le jeu est pas du tout agressif aussi, donc ça aide, mais l'édition est vraiment chouette. Je trouve que la charte graphique est cool, mais par contre, tout le matos est vraiment très sympa, comme on peut le voir sur cette photo. Est-ce que j'en ai une autre? Ouais, là, c'est plutôt les cartes, mais les étiquettes, tout ça. Et surtout, il y a un insert vraiment qualitatif qui est avec le jeu qui permet de le déballer, de le remballer vraiment archi rapidement. Et vraiment, le taf dans la boîte est hyper bien foutu. Il y a des inserts, c'est l'enfer. Celui-là, c'est hyper bien foutu. Et mine de rien, bah, surtout sur un jeu comme ça qui est un petit peu
comment dire, simple sans être simpliste, mais en tout cas, c'est un jeu agréable, mais c'est pas le jeu, t'es là, t'as envie de le doser comme un fou pendant 10 parties d'affilée. Bah, le fait de pouvoir le sortir et le ranger facilement, et qu'en plus il est sur une durée de jeu assez contenue, autour des 1 heure et demie, bah, mine de rien, ça aide à le sortir en fait très clairement. Ça sera un jeu qui ferait 3 heures et avec des sachets partout dans la boîte, bah clairement, moi je le sortirai jamais. Et bien là, là c'est le cas parce que l'édition et la durée du jeu font que c'est très agréable à sortir pour ce qu'il est. C'est-à-dire un jeu plutôt cool de moteur de cartes, pas très agressif et pas très violent. Et donc voilà, moi pour le sortir avec ma meuf par exemple, c'est agréable. En fait, il y a des moments dans tes périodes de jeu Eurogame où t'as pas envie de sortir tout le temps du projet Gaïa et du barrage et d'être en mode hyper compétitif, bah celui-là il remplit bien cette case tout en restant intéressant, à défaut d'autres jeux multiplayer solitaires que j'aime pas du tout. Là il y a vraiment la petite dose d'interaction qui amène le petit truc. Et en même temps, cette intégration thématique vraiment intéressante. Et en même temps, du coup, cette édition vraiment très agréable. Et en fait, du coup, ça donne un jeu assez cohérent dans son ensemble. Par contre, du coup, le jeu à 85 euros, forcément, qui dit gros matos, issu d'un Kickstarter, dit que du coup, il est cher. Mais quelque part, je me dis que s'il y avait une version simple à 40 balles, avec un matos moins cool et pas les inserts, bah, je le sortirais beaucoup moins en fait. Donc au final, à vous de voir où vous vous situez. Je pense qu'il faut quand même que vous aimiez le thème. Ensuite, on va passer à Discordia. Alors Discordia, c'est pas totalement sorti, c'est sorti à PEL, c'est sorti en VO, mais ça sort là très bientôt, fin août, dans les boutiques. Et moi, je l'ai vu sur le site de Silex déjà à la vente. Donc, est-ce que c'est une première fournée ou alors est-ce que c'est une préco? Mais ça n'a pas l'air d'être une préco parce qu'il y a le nombre d'exemplaires dispo et tout. Donc voilà, si vous voulez maintenant, j'ai l'impression que sur le site de Silex, il est déjà dispo. Discordia, c'est quoi? C'est la boîte est très belle, mais alors ne vous attendez pas à la même à l'intérieur. On va y revenir sur l'édition Discordia, c'est vraiment un Eurogame à l'allemande, pur et dur. Donc voilà, déjà premièrement, faut aimer ça. Si vous êtes allergique à ça, du Hansa Teutonica, tout ça, c'est mort pour vous. Par contre, si vous aimez bien les Eurogames, à la fois à l'ancienne, dans le sens intégration thématique à l'ancienne, mais pour le coup, et c'est là où on y arrive direct dans le game design, il a un game design très moderne dans le sens où c'est vraiment du game design avec combo dans tous les sens, sans que ce soit trop abusif non plus, et en plus avec un twist intéressant. Donc on y arrive. En gros, on jette 3 dés, et il y a un bateau qui avance, et en fait les dés ils vont sur des emplacements d'action de 1 à 6. Et quand tu sélectionnes un dé, tu enclenches une des actions ou tu prends des bâtiments sur la même colonne. Et si ça correspond avec le bateau, bah, tu as un bonus en plus. Et si ça correspond avec un bâtiment qui a la même couleur et le même nombre de dés, et la même valeur de dés, bah, ça va enclencher ton bâtiment, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le remplir avec des meeples. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but du jeu étant de virer tous ces meeples. En fait, en gros, on a plein de gens qui viennent dans notre cité et on a besoin de les occuper. Et donc, pour les occuper, il faut les remplir dans les bâtiments. Ils vont revenir dans le sachet quand les bâtiments sont remplis. Et donc, la partie, et ça, c'est le truc assez original, je trouve, pour un euro moderne, c'est que la partie s'arrête soit au bout de 4 manches, soit quand quelqu'un a plus de meeples. Donc spoiler, ça arrive, moi j'ai jamais fini une partie au bout des 4 manches, ça arrive tout le temps quand quelqu'un a fini ses meeples. Spoiler, c'est à chaque fois moi. Après on va dire que je me la pète, mais voilà. Non mais en gros, tout ça pour dire que c'est plutôt dans le sens, les 4 manches c'est vraiment pour si voilà, bah, les joueurs autour de la table n'ont pas vraiment eu le système de jeu, ont mis du temps à comprendre le système de jeu et tout, et en fait il est là pour amener un stop. Mais normalement, clairement dans le game design, on sent que le jeu est fait pour être une course et pour s'arrêter quand quelqu'un a plus de meeple. Du coup, bah, comment ça se passe? Bah, en fait, il y a plein de combos dans tous les sens. Déjà, comme je vous l'ai dit, déjà, il y a des combos sur la valeur des dés et la couleur des dés qui vont permettre de remplir des bâtiments. Donc, tu as envie notamment d'avoir des bâtiments qui, quand tu prends un dé, tu as plusieurs bâtiments qui s'activent, donc remplir des meeples dessus. Ensuite, il y a des pistes technologie ici que vous voyez. Et ça, ces pistes technologie, elles sont vraiment cruciales. Elles permettent vraiment de faire des god turns. Il y a vraiment deux trois tours dans la partie, notamment 2, potentiellement, voire un,
où vraiment tu vas enchaîner des actions dans tous les sens et ça va être complètement insane. Il y a un truc qui est assez malin, c'est qu'en fait c'est un jeu avec un moteur un peu évolutif, c'est-à-dire qu'au début la priorité c'est pas forcément les bâtiments, la priorité ça va être plutôt les fondations, parce qu'en fait pour mettre ces bâtiments, bah, il faut des fondations. Et ces fondations, elles permettent deux choses. Déjà, tu as des bonus dessous quand tu prends les fondations. Donc, c'est le symbole de la pelle. Et surtout, ça va te permettre, au bout de 4 pelles, de débloquer un privilège, qui est soit un pouvoir permanent, soit un pouvoir temporaire. Et au bout de 6 pelles, tu redébloques un nouveau privilège, en fait. Et en fait, ces privilèges, bah, c'est assez simple. En fait, au début, tu as envie de prendre les privilèges qui te boostent ton moteur. Donc, par exemple, les privilèges qui montent sur ta piste de techno, qui vont te permettre d'autres trucs, qui va potentiellement déclencher l'autre piste techno. Bref, vous voyez le délire. Et en fait, ces pistes techno, on les remplit avec des petites étoiles. Et voilà, il y a aussi des moteurs pour gagner les étoiles. Enfin, en fait, tout le système de jeu étant sur comment optimiser au mieux ton système pour que à un moment t'aies un tour qui te lance complètement ta game et qui te permette de faire plein de trucs. Et une fois que t'as ces plein de trucs et t'as ces bonus permanents, parce que notamment t'as les pistes qui ont des bonus hyper importants en haut, elles ont notamment un jeton qui permet de changer la valeur du dé. Au début t'en as qu'un et tu peux en avoir jusqu'à 3. Et c'est assez crucial de les avoir le plus tôt possible parce que forcément ça te permet plus d'options. Et il y a une autre option qui est hyper cool aussi, qui est qu'au bout d'un moment, tes bâtiments, pour être activés, n'ont plus besoin de la couleur, ils ont juste besoin de la valeur. Et c'est cette piste-là. Et en fait, bah, du coup, c'est pour ça que ces pistes sont importantes parce qu'elles permettent d'enlever le hasard et elles permettent de multiplier l'efficacité de tes tours. C'est là, moi j'ai vu des retours de gens qui avaient joué, qui disaient que c'était trop aléatoire et tout. Bah en fait, c'est des gens déjà qui ont fait qu'une seule partie au jeu et qui ont pas, pour moi, pas bien compris comment était le système, parce qu'en vrai, j'ai systématiquement fini le jeu avant la fin. Et certes, il y a des parties, ça se passe plus ou moins bien, parce que tes combos se lancent plus ou moins, et puis surtout, les adversaires te bloquent aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 3D, le premier joueur, il enlève le premier dé. Donc potentiellement, tu vas l'enlever de manière à plus bloquer tes adversaires que t'arranger toi aussi. Et c'est hyper important, notamment à deux. Par contre, les deux autres dés restent. Donc du coup, c'est à la fois, il y a une notion un petit peu de contrôle du premier joueur qui ne doit pas laisser trop d'opportunités aux adversaires, et à la fois, t'enlèves pas tout non plus parce que les autres gens vont pouvoir faire des trucs. Et c'est là où je vous dis que ces pistes techno et gérer la valeur des dés, ça va être assez important. Et donc, ces pistes techno sont vraiment centrales. Et c'est là que je trouve qu'il y a un petit défaut du jeu, c'est que pour moi, je vois pas comment le jeu ne se joue autrement qu'au début, il faut faire un rush pelle. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois regarder, parce qu'il y a un autre truc très important, qui sont les objectifs de partie. Donc il y a des objectifs, premier arrivé, premier servi. Et ces objectifs, ils se mettent sur son plateau perso, et au fur et à mesure, ils vont débloquer des upgrades. Enfin, c'est pas vraiment des upgrades. Ils vont débloquer un bonus immédiat qui est de plus en plus intéressant, sachant que c'est des bonus moins intéressants que ce que tu débloques sur la piste techno, mais qui te permettent de lancer le petit boost qui va créer un petit truc en plus. Et donc, du coup, comme c'est un jeu qui se joue pas mal au détail, je trouve, bah, ils vont quand même être assez importants et je trouve qu'il y a un équilibre assez intéressant qui a été trouvé là-dessus. C'est-à-dire que d'un côté, il faut y aller dessus et ça te donne un guide. D'un autre côté, si t'es un peu en retard dessus, c'est pas trop dramatique, mais il faut que t'en aies d'autres derrière. Parce qu'il y en a qui sont plus rapides à débloquer que d'autres. Mais par contre, les pelles, c'est archi important vraiment parce que bah, ça te permet de prendre ces tuiles privilèges qui vont te permettre de lancer ton moteur sur les pistes techno ou autres. Ou choisir la couleur des meeples, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as une couleur de meeple qui va devenir joker. Et ça, pour remplir tes bâtiments, c'est hyper important en fait. Autre petit reproche que je ferais, c'est que l'efficacité des bâtiments est pas la même. En fait, je m'explique, tous les bâtiments, tu as besoin de les remplir pour virer tes meeples, et à la fin du round, pour chaque emplacement qui montre un meeple, bah t'en rajoutes. Donc notamment deuxième round, tu vas en avoir plus que ce que tu en avais au premier. Mais au fur et à mesure, en fait c'est ça qui est bien, c'est que tu as un sentiment un peu de suffocation au début où tu as trop de meeples, t'es là mais comment je vais faire et tout. Et au bout d'un moment, tu as la satisfaction, vraiment le moteur se lance, et en fait t'en récupères plus, voire tu peux carrément en enlever tellement que ton moteur tourne bien. Et en fait, ça y est, j'ai oublié où je voulais en venir. Oui.
Et en fait, du coup, les bâtiments, ben, hormis ce truc de virer tes meeples, parce que quand ils sont remplis, les meeples retournent dans le sac à la fin du tour, ben, en fait, ils ont une utilité un peu alternative, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, nous, dans toutes les parties, les bâtiments militaires étaient importants parce qu'ils permettent de résoudre le conflit des barbares à la fin, qui permet à la fois de pas avoir un malus et à la fois de gagner un bonus. Ce qui veut pas dire que c'est indispensable à faire, parce que des fois, il y a des conflits qui te dérangent pas trop. Mais par contre, c'est vrai que du coup, t'as un peu ce truc de les autres bâtiments servent pas à grand chose. Typiquement, les bâtiments agricoles, ils ont aucun effet en fait. Ça, c'est un petit peu bizarre de poser des bâtiments qui ont pas vraiment d'effet. Les bâtiments blancs, bah, souvent ils te font monter ta piste d'aqueduc qui te permet de récupérer moins de meeples à la fin du round, donc c'est une piste très importante, donc ça c'est pas mal. Mais les bâtiments militaires, en plus de te faire gagner du militaire, souvent ils ont le bonus de te faire monter une des pistes techno. Donc du coup vraiment je trouve que les bâtiments militaires ont trop d'importance quasiment. Et les bâtiments bleus, pareil, ils sont pas mal, mais ils ont pas d'effet en tant que tel, c'est-à-dire qu'une fois que tu les as remplis, ils se retournent en blanc. Et là, à ce moment-là, ça te fait monter la piste d'aqueduc, donc pourquoi pas. Ça te fait quand même un bonus, et c'est des bâtiments blancs plus puissants, parce que tu peux mettre plus de meeple en une action. Mais les bâtiments jaunes, vraiment, ils ont aucun effet de suite. Donc s'il n'y a pas un objectif qui joue sur eux, j'ai tendance à en jouer un grand max. En fait, au final, c'est ça qui est bizarre aussi. Pareil, un petit truc un peu contre-intuitif et étonnant, c'est que t'as pas besoin de poser beaucoup de bâtiments en fait. Il faut juste que tes bâtiments soient productifs dans le sens où tu poses des meeples dessus et à chaque tour tu arrives à poser des meeples dessus. Mais comme tu vas pas pouvoir le faire sur plein de bâtiments, bah ça n'a pas trop d'intérêt d'en avoir plein. À moins de, et c'est là où je disais, si tu arrives à avoir plein de bâtiments du même type qui ont la même valeur, bah là c'est fort parce qu'à chaque fois que tu vas prendre le dé, du coup tu vas remplir tous les bâtiments d'un coup. Et donc peut-être qu'il y a un peu des strats là-dessus, typiquement sur les jaunes, où tu joues trois jaunes d'affilée, trois jaunes qui ont les mêmes valeurs, et là ça peut être intéressant. Mais bon, il y a quand même un truc un petit peu satisfaisant que le bâtiment en soi, quand tu le prends, il fait rien. Donc ça, faut un peu l'accepter. Et puis voilà quoi, le jeu est plutôt rapide. C'est vraiment, et les règles sont ultra simples. Moi j'explique ça vraiment en moins de 10 minutes. Mais voilà, il a un côté à la fois austère à l'ancienne des Eurogames et de trucs, tu mets des pions sur des trucs et tu mets des meeples. Voilà, c'est ces trucs un peu désancrés thématiquement. Mais il a un côté hyper moderne dans la satisfaction qu'il procure et le fait que tout fait quelque chose hormis ce malus sur les bâtiments, mais tout fait quelque chose et il y a plein de combos à lancer, il y a plein de choses à lancer et il y a ce côté à la fois tension très forte au début et oh je m'en sors pas, je me noie et mes actions sont nulles, je fais pas grand chose. Et au bout d'un moment, ça se lance et là, tu fais plein de trucs et t'as ce truc, ok, j'ai verré mes meeples, j'ai réussi avant toi, il y a cette course et c'est vraiment cool. Donc voilà, pour passer sur l'édition, je la trouve qualitative. Les plateaux sont double couche, le rangement à l'intérieur est vraiment très pratique, il s'installe et se range très vite. Par contre, bah voilà, le design du jeu graphique, bah c'est un jeu à l'allemande, donc faut l'accepter. Il y a des gens qui peuvent plus aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas quand le jeu est bon, ce qui est le cas ici. Mais je peux comprendre que voilà, ça fasse un peu tiquer. C'est pas ouf quoi, clairement. Mais c'est lisible. Donc voilà. Euh, Ouais, du coup, sur les points un peu en question que vous demandez, c'est la variabilité du jeu. En fait, la variabilité du jeu, pour moi, sur un jeu comme ça, elle dépend du niveau des gens autour de la table. C'est-à-dire que si quelqu'un est beaucoup plus fort que les autres, ou un ou plusieurs, j'en sais rien, ou quelqu'un est vraiment plus faible, en fait, ces personnes-là vont s'ennuyer parce que il y a vraiment ce truc de qui arrive à lancer le moteur le plus vite possible, comme c'est une course. Il y a vraiment, c'est un jeu qui a pas de pitié en fait, qui vraiment va faire que des joueurs vont s'échapper très vite et d'autres vont rester à galérer parce qu'ils vont mettre plus de temps à comprendre le système. Alors que vraiment, en plus, comme je dis, s'il n'y a pas un peu ce blocage sur le dé qui est pris, ça peut créer des situations complètement ingérables. Donc, en fait, en soi, les combos vont dépendre déjà des objectifs et en plus
de la rapidité avec laquelle tu vas mettre ton plan en action, mais si les joueurs te laissent mettre ton plan en action sans trop regarder, toi, les bâtiments que tu as, les dés et tout, bah là, c'est l'hécatombe totale. Donc voilà, c'est clairement un jeu de course sur lequel tout le monde doit avoir un peu le même niveau pour que tout le monde prenne le même plaisir. Après, ça va pas empêcher quand même les gens de prendre plaisir, même s'ils perdent, mais moi, honnêtement, typiquement, euh, comme c'est un peu mon style de jeu, si je commence à trop rouler sur le jeu de manière permanente parce qu'on me laisse un peu faire, bah, je vais un peu m'en lasser irrémédiablement. Mais voilà, ça c'est une question que seul vous pouvez répondre parce que ça dépend complètement des gens avec qui vous jouez et quelle est votre motivation. Est-ce que faire des combos craqués, avoir cette satisfaction, ça vous suffit même si vous perdez ou même si vous gagnez? Où vous avez besoin quand même d'avoir un challenge au fur et à mesure, où bah, t'as pas envie qu'on te laisse faire ce que tu veux en permanence, et tu veux quand même avoir un peu un défi, parce qu'au bout d'un moment, le défi, ça va être plus les autres joueurs que toi-même, parce que bah, les combos, au bout d'un moment, moi je commence à les voir, et comme je dis, par exemple, typiquement ce rush pell et tout, typiquement si d'autres joueurs le font pas, bah, ça va te faire prendre une avance de manière permanente en fait. Donc du coup, on peut prévenir les gens aussi. Et ça, c'est une option que je fais systématiquement, comme des jeux sur barrage. Si les gens à barrage sont pas prévenus de certaines options de jeu, bah ça va être n'importe quoi. Donc voilà, il y a un peu ce truc-là et il faut faire attention à ça. Moi, j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai quand même envie d'y jouer avec des gens qui ont un peu le même truc de bloquer, ou en tout cas de les prévenir que ça va se passer comme ça, parce que sinon, ça va être un problème. Et voilà. Après, le hasard, pour moi, n'est absolument pas un problème sur le jeu pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'en fait, ça se situe ailleurs. Ça se situe sur toi, ta capacité à lancer tes combos le plus vite possible pour de plus en plus réduire le hasard du jeu, en fait. Donc voilà. Du coup, pour finir, les configs de joueurs, la config de joueurs, moi je dirais 2 et 3. 2, il y a vraiment ce côté compète direct, où du coup tu vois vraiment ce que fait l'autre et inversement, et donc la prise du dé va être vraiment cruciale. Par contre, à 3, je le préfère un peu plus parce qu'il y a plus d'interaction au final sur les choix de dés, les choix de bâtiments, tout ça. Donc étonnamment, je pensais que le jeu allait être plus un jeu à 2 pour moi, pour avoir ce contrôle vraiment direct de l'adversaire, mais au final, je le préfère quand même à 3 parce qu'il est plus dynamique au final. À 2, oui, à cette confrontation, mais je sais pas, j'ai quand même eu l'impression de faire un petit peu plus que je voulais qu'à 3 où il y a un peu plus d'imbrication dans l'interaction. Donc voilà, et à 4, euh, je le trouve un petit peu plus long pour ce qu'il est, mais il tourne quand même très bien à 4 parce qu'au final, les actions sont quand même très rapides, hormis, comme je vous disais, quelques gut turns. Mais voilà, moi plutôt 3, je dirais, le nombre idéal, moi je le mettrais vraiment à 3, comme beaucoup d'Eurogames aujourd'hui, hein. C'est un peu le bon compromis entre l'interaction suffisante et le downtime que tu as envie de garder plus bas, surtout sur des jeux comme ça relativement rapides. Voilà. Discordia, pour moi, c'est un. Bah, typiquement, à PEL, j'avais joué, j'ai fait une partie, et de suite, je me suis dit, il faut que j'ai ce jeu, parce que je trouve qu'en termes de design, il est tellement malin, il est tellement efficace et tellement satisfaisant. Après, est-ce que je vais en faire un milliard de parties? Je sais pas, je pense pas, parce que j'ai quand même besoin euh, de le sortir avec des gens qui vont vraiment m'agresser dessus. Mais en même temps, il est très agréable, il est très court, très rapide, et comme je dis, l'édition aide vraiment à le ressortir. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, pour moi, clairement, en termes d'euros, ça fait partie de mes grosses surprises de cet été, parce que j'en avais entendu parler à SN, mais pas plus que ça, il n'avait pas plus buzzé que ça, et pour moi, c'est un jeu qui aurait mérité de buzzer beaucoup plus que ce qu'il a eu. Et en plus, il y a une extension qui sort très bientôt. Donc je me dis que l'extension va potentiellement rajouter des trucs d'interaction et tout, qui vont faire que le jeu va être encore plus rejouable. Donc moi, voilà, je vais le garder et j'attends avec grande impatience l'extension. Et je le sors là assez régulièrement avec plaisir. J'en ai fait pas mal partie d'un coup. Donc voilà. On finit avec un jeu qui est un petit peu en dehors de ma catégorie, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que je suis un gros fan de Battlestar Galactica. Et je sais que ce jeu a été beaucoup comparé à Battlestar Galactica. Alors, Nemesis Lockdown, d'ailleurs, d'abord, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que j'ai pas joué au premier. Je suis un peu passé à côté parce que bah, j'avais un peu peur du jeu très thématique dans lequel les mécaniques de jeu me satisfont pas vraiment. Là, j'ai quand même eu envie de tester les Nemesis Lockdown. Euh, Effectivement, bon, on va pas spoiler pendant 15 ans,
Mais tout ce que je craignais, que je n'allais pas aimer dans le jeu, ça s'est exactement passé. Pourquoi? Et pourquoi vous, vous pourriez bien aimer, et pourquoi non? Euh, Bon, c'est un jeu extrêmement thématique, avec beaucoup de mécaniques. Déjà, ça, pour moi, c'est parfois un problème, c'est-à-dire que la règle est vraiment très complexe pour au final ce que tu fais de manière majoritaire dans le jeu, c'est-à-dire te déplacer et faire des actions relativement simples. Je trouve quand même que la mécanique de core design, c'est-à-dire autour des cartes et de ton perso asymétrique, est vraiment bien foutue. Pour le coup, à chaque fois que tu pioches et tu vas jouer tes actions jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Les cartes sont vraiment cool. L'asymétrie du perso est très sympathique. Par contre, au final, tu te déplaces quand même beaucoup. C'est un jeu où tu dois beaucoup te déplacer parce qu'en fait, tu as des objectifs qui font que tu dois beaucoup te déplacer. Et je trouve que se déplacer, c'est une action pas hyper satisfaisante dans un jeu comme ça. Mais bon, au final, quand tu regardes en Battlestar Galactica, il y avait ce côté aussi, tu fais des actions quand même assez très simples, malgré des règles très touffues. Là, je vais arriver direct à ce qui me gêne un peu en fait dans le jeu comparé à Battlestar. Parce que dans Battlestar, en fait, t'as des équipes qui se font. Et moi, je trouve que le sel du jeu thématique est vraiment dans ce truc de tu sais pas avec qui t'es. Au début, t'es un humain, mais potentiellement tu peux être un Cylon. Au début, t'es un Cylon, mais tu sais pas quel est l'autre Cylon. Et potentiellement, la personne n'est pas encore Cylon et elle va le devenir à la moitié du jeu. Et donc, il y a tout ce côté de se flairer, de se regarder de qui est Cylon, qui est pas Cylon et de trouver tes coéquipiers, les gens avec qui t'es. Et moi, j'aime beaucoup ce truc d'équipe, en fait, qu'il y a dans le jeu, qui crée un truc vraiment hyper intéressant. Et en fait, dans Nemesis, c'est très bizarre, parce que c'est à la fois de la coop, et à la fois, chacun a des objectifs perso qui peuvent être totalement à contrario de la coop, voire même qui peuvent être de tuer un joueur en particulier, notamment, ou de l'emprisonner, ou je sais pas quoi. Euh, Mais moi, spontanément, quand je l'ai joué, j'ai eu envie de jouer en coop parce que le jeu te pousse un petit peu à la coop, parce que tu as toute une mécanique autour du bruit. Et en fait, quand tu te retrouves tout seul, tu vas te faire un peu défoncer par tous les aliens parce qu'ils vont tous arriver dans tous les sens. Alors que dès que tu es en coop et que tu suis quelqu'un, bah, tu fais plus de bruit en fait. Et donc, du coup, tu as une gestion du bruit qui fait que le jeu devient beaucoup plus simple. Donc, du coup, moi, mon côté Eurogamer a tendance à optimiser le truc, à suivre les gens pour le jouer de manière safe, mais d'un autre côté, le jeu te pousse à le jouer de manière pas safe parce qu'il va pouvoir te donner des objectifs où tu dois jouer un peu dans ton coin. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça, tu peux le faire vraiment plus tard dans le jeu. Je trouve que tu peux le jouer de manière très safe pendant longtemps, et au bout d'un moment, trahison dans tous les sens. Ce qu'ils ont fait pour compenser ça aussi, par rapport au jeu de base, ça je m'étais renseigné, je pense que c'est c'est un choix de game design qui est volontaire. C'est que je sais que dans le jeu de base, les humains étaient vraiment plus faibles que les aliens. Ce qui fait que je pense que du coup, t'avais vraiment envie de traîner en groupe. Parce que du coup, dès que t'étais tout seul, en fait, t'allais mourir. Et du coup, ça allait être hyper punitif pour toi. Là, t'es beaucoup plus puissant. Surtout au fur et à mesure du jeu, tu builds un peu ton perso. Moi, j'avais un perso que je trouvais assez puissant. Où je montais dans les archives, je crois. Et j'avais des effets très puissants plus j'étais dans les archives. Et notamment, j'avais des attaques qui pouvaient être assez bourrines une fois que mon perso était buildé. Et donc, du coup, je me sentais assez safe pour reprendre des combats potentiellement solo. Mais d'un autre côté, du coup, dès que tu combats des aliens à plusieurs, ben, les aliens sont presque trop simples. Et le fait de jouer en coop, j'ai jamais trop senti de peur des aliens au final. Même les gens qui jouent un peu en solo, et pas trop ce truc. Et puis il y a ce truc aussi, du coup, t'engueules un peu les joueurs qui jouent un peu dans leur coin, parce qu'ils mettent pas l'électricité, machin. Je sais pas, je trouve qu'il y a... Moi, en tout cas, en termes humains, il y a une dynamique bizarre qui s'est mise autour de la table. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc de comme chacun un peu dans son coin a ses objectifs, mais qu'en même temps, t'as envie que tout le monde joue la coop. T'as ce truc de mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Du coup, ça peut faire culpabiliser des joueurs, parce qu'en fait, ils jouent mal peut-être de manière volontaire, ou ils jouent mal parce qu'ils n'ont pas compris la mécanique, parce qu'en vrai, les règles sont... Pouah, c'est vraiment, il y a tellement de micro-règles dans le jeu, et un petit peu comme dans Battlestar d'ailleurs, mais là encore plus, que du coup tu peux vite mal jouer des trucs sans même t'en rendre compte. Notamment, putain, il y a toute une mécanique autour des petites tuiles là, j'ai oublié les emergency là, qui sont vraiment complexes à comprendre et je comprends pourquoi ils les ont faites parce que pour que les conditions de fin de partie soient moins automatiques et tout, vous voyez, c'est des petites tuiles desquelles on peut prendre connaissance en fait chaque joueur en a deux
et on peut prendre connaissance de certaines notes ou celles des autres joueurs, et en fait, il faut deviner par élimination lesquelles pourraient être des conditions de fin de partie, en fait. Pour que les conditions de fin de partie soient moins simples à résoudre. Vous voyez, déjà, même à expliquer comme ça, c'est pas hyper simple. Mais en fait, du coup, c'est ça qui est bizarre avec celui-là, sans avoir joué à l'autre, c'est qu'en fait, ils ont voulu résoudre des problématiques du premier, mais en fait, ça a rajouté d'autres problématiques dans la dynamique du jeu, j'ai l'impression, sans avoir joué au premier. Et du coup, le deuxième a l'air plus complet et moins et plus comment dire abouti en termes de design, mais à la fois, il crée un truc autour de la table dont je suis pas très fan en fait. Donc voilà, après ça a son public, je sais très bien que c'est top 50 BGG thématique et tout, et qu'il y a des gens qui arrivent à rentrer là-dedans. Mais moi, ce truc de jeu coop solo où vraiment tu dois absolument gérer tes propres intérêts et puis des fois tu fais des trucs qui vont paraître bizarres autour de la table et ça crée des trucs un peu en mode eh, pourquoi tu fais ça? Après ça peut être cool aussi, tu vois, il y a des moments où on s'engueulait un peu autour de la table et qui étaient plutôt fun, mais j'ai envie de dire tout ça pour ça au final parce que il y a quand même ce truc de tu fais beaucoup d'actions pas très satisfaisantes dans le jeu dont te déplacer. Tes objectifs, potentiellement, ils peuvent être faits en jouant coop de manière totale et en te suivant de manière totale. Et puis ouais, moi j'ai trouvé que j'avais pas fait grand-chose dans le jeu par rapport à la masse de règles et au côté très expert que donne l'illusion du jeu. J'ai pas fait grand-chose qui m'a beaucoup satisfait dans le jeu, en fait, en termes mécaniques purs. Et ça m'a vraiment dérangé, en fait. Sachant que le jeu, encore une fois, en plus, est très long. C'est genre, ouais, 2h30, 3 heures facile, avec beaucoup d'explications de règles. Voilà, moi, c'est pas pour moi, clairement. Après, ça sera peut-être pour vous. Et il y a plein d'avis dithyrambiques sur le jeu. Je comprends pourquoi les gens aiment la thématique et tout, mais moi, en fait, en termes de feeling de jeu, c'est deux aspects. À la fois, le fait que mécaniquement, au final, tu fais pas des choses de ouf, mais ça, je m'y attendais, hein, clairement, dans un jeu comme ça. C'est quand même un truc qui est assez régulièrement le cas. Mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait autant de déplacements, d'allers-retours et tout. Je trouve ça un poil fastidieux. Mais ce truc de accepter ce truc un peu solo coopératif. En fait, j'ai un problème avec ce truc de la coop compétitive. J'ai vraiment un problème avec ça. À part quand c'est en équipe, en fait. Et c'est pour ça que dans Battlestar Galactica, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment en équipe. Là, ce truc de vraiment devoir jouer solo et d'avoir son objectif solo, ça me dérange un peu en fait. Je suis pas trop dans cette dynamique de jeu. Après, thématiquement, pareil, je sais que le premier a un côté beaucoup très alien. Là, il y a des trucs très malins thématiquement, notamment la gestion du bruit et tout, même la façon dont le perso se build, les cartes et tout. Je trouve vraiment il y a des choses qui marchent très bien dans le jeu. Mais et l'équipement, aller fouiller, tout ça, tu récupères des équipements. Et un côté jeu de rôle clairement qui marche de ouf dans le jeu. Mais il y a un côté jeu de plateau qui, moi, marche pas sur moi, clairement. Donc voilà, si tu es votre camp, moi, vous connaissez mon profil de joueur, clairement. Voilà, il faut savoir aussi que dans ce type de jeu thématique, il n'y en a pas beaucoup que j'aime, mais Battlestar Galactica, je suis un gros fan. Mais là aussi, ce qu'il faut savoir sur ce genre de jeu, c'est que j'ai fait des parties de Battlestar Galactica horribles et des parties de Battlestar Galactica géniales pour deux raisons. C'est que des fois, ce qui se passe dans le jeu, parce que les objectifs des gens, parce que ça... En fait, des fois, les objectifs des gens qu'ils ont mécaniquement dans le jeu, que tu as tiré au début et tout, vont faire que tu vas te retrouver dans une partie épique, parce qu'à la fois ces objectifs et à la fois les décisions que vont prendre les gens vont amener à des événements totalement épiques, et ça va marcher de ouf et ça va cliquer. Et des fois, pas du tout. Et l'autre truc aussi, c'est bah, les gens qui jouent autour de la table. Des fois, il y a une dynamique de groupe qui va marcher et des fois pas du tout en fait. Et des fois, c'est une imbrication des deux. Donc c'est pour ça que c'est des jeux très durs à juger parfois. Euh, mais voilà, moi tout ce que je peux juger en tout cas, c'est que mécaniquement, j'ai trouvé ça quand même un peu faible. Au final, dans l'ensemble, au final, toute la diversité de mécaniques que tu as par rapport à ce que tu fais réellement et concrètement dans le jeu, qui est au final à 70% juste déplacé, ça me dérange un peu, et ça me dérange même carrément, mais bon, voilà, après, voilà. Et le truc, c'est vraiment ce truc, et ça, c'est pour le coup, c'est très personnel, c'est vraiment philosophique, c'est ce truc de solo, de trahir les gens dans un truc coop, sans être en équipe avec quelqu'un, ça me dérange en fait, voilà.
Donc, faites-vous votre propre opinion par rapport à ça, hein. De toute façon, un Nemesis a pas besoin de moi pour se vendre ou ne pas se vendre. C'est un énorme succès. C'est un jeu incontournable. Voilà. Vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez, partagez, likez surtout. YouTube adore ça dans les algorithmes, les commentaires évidemment aussi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, rejoignez le Kiss Kiss si vous avez envie de soutenir la chaîne. C'est en lien. Le Discord, si vous venez venir discuter aussi, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais venez sur le Discord, c'est cool pour discuter, et notamment des vidéos en cours. C'est très très cool. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.